Bonjour à toutes et tous. Je vous laisse vous installer tranquillement, on va commencer. Je me présente, je m'appelle Sana et je suis ravie d'être parmi vous sur cette nouvelle édition de Zero to One. On est ensemble pour une trentaine de minutes. Si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par les médias et plus spécifiquement intéressé par votre présence dans les médias. Donc aujourd'hui, on a l'honneur d'être avec Romain, journaliste pour un des médias les plus célèbres du monde dans le secteur de la tech et des startups. Rien que ça. Donc on a de la chance, voilà. Donc merci d'être ici. Je vais m'arrêter là. Je vais pas faire l'affront de te présenter. Je préfère que tu le fasses et que tu nous dises aussi les étapes de ton parcours pour en être arrivé à être journaliste pour ce média. Merci Sana. Bonjour à tous et je suis ravi d'être là à Nantes. D'habitude, moi j'habite à Paris, donc je suis très content de venir pour cette conférence à Nantes. Zero to One, édition Nantes, ça va être super, je sens. Enfin là c'est le début, donc je vous dis ça va être super, mais je suis sûr que vous passez déjà un beau moment. Donc moi c'est Romain, je suis journaliste chez TechCrunch. Comment je suis arrivé là? C'est mon premier boulot en fait. Ça fait plus de 10 ans que je suis journaliste chez TechCrunch. J'ai écrit quelques milliers d'articles. Je me souviens plus, on avait parlé du chiffre Alors, en si se parlant avant mes la notes conférence. sont bonnes, 3350 Voilà. articles. J'étais allé voir dans WordPress combien d'articles j'avais publiés. Et du coup, moi, je m'intéresse à la tech depuis toujours, depuis tout petit, grâce à mon papa, qui m'a vraiment transmis ça. Un des premiers développeurs en France, qui a commencé avec les cartes perforées qu'on mettait dans la machine, ce genre de choses. Et j'ai eu la chance de grandir dans une des maisons qui a été connectée rapidement à Internet en 28.8, en 56K. La DSL, un des premiers clients ADSL de France, c'était chez nous, je pense. Je ne connaissais pas le prix de la facture, mais ça devait être cher. Et donc la tech, ça m'a beaucoup intéressé. Le journalisme, j'ai toujours été fasciné par ce milieu-là, même si j'ai pas fait d'études de journalisme. J'ai fait une école de commerce en fait, EM Lyon. Et au moment de chercher un boulot, je me suis dit comment combiner le journalisme, l'écriture, la tech, l'envie de parler en anglais, d'écrire en anglais. Et j'ai contacté TechCrunch en leur proposant de devenir leur stagiaire en fait. Et ils ont dit oui. Et en fait, je suis jamais reparti ensuite, quoi. Simplement, c'est parti d'une demande, d'une candidature spontanée pour un stage. J'étais le premier stagiaire pour TechCrunch. C'est parti d'une. Tout est possible en fait. Voilà, exactement. D'accord. Et qui connaît TechCrunch d'ailleurs dans la salle? Ok. Beau boulot de notoriété. Ça fait combien de temps que ça existe d'ailleurs? TechCrunch existe depuis 2005. Donc moi j'ai rejoint, mon stage était en 2013 je crois, ou 2012, je me souviens plus exactement. Donc 2005, ça a été créé en Californie par un fondateur qui s'appelait Michael Harrington, vraiment au cœur de la Silicon Valley. Et c'est vraiment l'ADN de TechCrunch, c'est de faire un média par des spécialistes de la tech qui s'intéressent au journalisme et non pas des journalistes qui s'intéressent à la tech. Et c'est souvent ça qui nous distingue des rédactions généralistes de journaux, de magazines, qui sont souvent des journalistes qui vont traiter de sujets d'énergie, de télécom, et puis ils se retrouvent à traiter des startups. Et du coup, ils se plongent dedans, et souvent ils le font très bien d'ailleurs. Mais nous c'est dans l'autre sens qu'on a fait les choses. On trouve des gens passionnés de la tech qui veulent faire du journalisme. Et dès le début, dès 2007, alors moi j'étais pas là, mais mon collègue Mike Butcher, qui est toujours chez TechCrunch, a commencé l'internationalisation de TechCrunch. Lui était basé à Londres, il a commencé à écrire depuis Londres, à embaucher un petit peu. Et moi je suis arrivé un peu plus tard, donc je suis le seul journaliste de TechCrunch en France. Et en fait, c'est parce qu'on n'est pas une très très grosse rédaction. On doit être, je crois, 5 journalistes en Europe actuellement, par exemple.
On a, enfin, en tout cas, de l'image perçue, on a l'impression que effectivement c'est une grande équipe avec beaucoup de journalistes indépendants ou rattachés à TechCrunch, mais en Ouais. fait, finalement, pas. Non, C'est pas pas tant forcément que le cas. ça. Et surtout, on croit beaucoup au salariat et au travail à plein temps. Donc, on travaille très très peu avec des pigistes ou des freelances dans le modèle américain. Euh, on croit plutôt à l'embauche à plein temps et on essaie d'être assez productif, c'est vrai. Il y en a qui écrivent une dizaine d'articles par semaine. Alors moi, un peu moins parce que j'ai plusieurs casquettes, mais certains de mes collègues écrivent vraiment beaucoup d'articles. Ouais. Et ben justement, en parlant de casquettes, spécifiquement, enfin, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est euh, qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement dans les sujets que tu vas couvrir. Quels sont les angles, quels sont les secteurs, parmi les 3350 articles que tu as écrits, voilà, quelles sont les dominantes de tes rédactions? Alors, ouais, ça paraît être une question super facile, mais elle n'est pas si facile que ça en fait. Ça va changer vraiment d'une personne à l'autre, d'une rédaction à l'autre. Et moi, je suis un journaliste tech généraliste, donc j'essaie de ne pas me spécialiser trop sur un seul sujet, ce qui n'est pas le cas de tout le monde à TechCrunch, ce qui est pas le cas de n'importe quelle autre rédaction d'ailleurs. Et du coup, ça veut dire que je vais suivre vraiment ma curiosité, mes envies du moment, les sujets que j'ai envie de creuser. Et ça va changer d'une année sur l'autre. Et j'ai eu l'habitude d'ouvrir quelques sujets à TechCrunch en commençant à couvrir certains sujets d'actualité et ensuite de passer le relais à des gens qui sont un peu plus spécialistes et qui peuvent aller plus en profondeur sur ces sujets-là. Par exemple, je me souviens sur tout ce qui est crypto et Bitcoin, moi j'avais commencé à écrire sur ça en 2014, donc c'était il y a quelques temps, quasiment 10 ans. Et puis après, moi ça m'a assez vite lassé, mais en tout cas ça a permis d'embaucher des gens derrière, de montrer qu'on était aussi capable d'écrire sur ces sujets-là, et on a embauché une petite équipe qui s'occupe de ce sujet-là. Bon, ils étaient 3, maintenant il n'y a plus qu'une seule personne parce qu'il y a un peu moins d'actualité en ce moment. Il y en a qui sont reconvertis plus sur des sujets fintech. Même chose sur les sujets fintech, j'ai beaucoup couvert les startups fintech en Europe au moment où ça commençait à vraiment être le boom vers 2016 par là. Euh, Par exemple, je me souviens, j'avais déniché N26 que vous devez peut-être connaître, qui est la banque en ligne allemande. Et j'avais très envie d'écrire sur eux, mais j'aurais dit, mais faut que je puisse tester le produit pour écrire dessus. Et ils m'ont dit, mais on n'a pas le droit légalement d'avoir de clients en France. Et ils ont été sympas parce qu'en fait, ils m'ont quand même envoyé par FedEx une carte N26 en France. Donc c'était un petit peu illégal. À l'époque, l'application était que en allemand en plus, donc c'est un peu compliqué de faire un virement. Je ne sais pas comment on dit virement en allemand. Mais au moins, ça a permis de comprendre voilà, ce que ça veut dire d'être une carte connectée qu'on peut contrôler depuis une application, ce qui était quelque chose d'assez novateur, qu'on trouve maintenant dans beaucoup d'applications bancaires. Pareil, Revolut, j'avais écrit dessus le jour de la sortie. J'étais le 60e utilisateur dans le monde de Revolut. Depuis, il y en a quelques dizaines de millions d'autres. Et c'est ça qui me passionne, c'est de suivre dès le début et ensuite de suivre des trajectoires de boîtes comme ça sur la durée. Et par exemple, comme N26 ou Revolut, comment t'en arrives en fait à comprendre ou à en tout cas évaluer que derrière ça va être un succès et que ça mérite d'être mis en visibilité? Ouais, alors en fait, ce que je cherche, c'est des articles. Et des articles, c'est une actualité. Une actualité, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est pas juste voilà, la routine quotidienne d'une entreprise. La plupart du temps, le fait d'exister n'est pas une actualité en tant que telle. Donc le fait de dire voilà, ma startup fait ça, il faut un élément d'actualité. Sur certains projets, comme Revolut ou N26, là, les fonctionnalités sont tellement innovantes au niveau du produit que c'est un élément d'actualité en tant que tel. Mais bien souvent, c'est pas suffisant et il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ça peut être voilà, une nouvelle fonctionnalité produit radicalement nouvelle, comme j'ai dit. Ça peut être voilà, une expansion de marché, une levée de fonds, des nouveaux clients très sympas, plein de choses différentes, ou en tout cas, voilà, ça peut même être des choses un peu bêtes, mais
comment ma startup s'est servie de tel produit no-code pour faire son prototype. Bah, ça peut être intéressant aussi parce que si c'est une façon novatrice de faire son MVP, son premier proto, et bah, ça peut être un angle d'actualité. Donc c'est un peu artisanal, il n'y a pas de recette magique avec une liste d'ingrédients à remplir. Mais le but, et c'est pareil pour tout le monde, tous les journalistes, c'est d'avoir un angle d'actualité qui permet ensuite de creuser et d'expliquer ce que fait telle boîte, ce que fait telle équipe. C'est déjà un premier élément de réponse. Si on reprend cet intitulé accrocheur, vous en conviendrez, on va essayer aussi d'apporter des éléments de réponse sur pourquoi les journalistes ne relaient pas vos actualités, nos actualités, parce que c'est quand même on va dire, il y a un sujet des fois un peu ingrat dans le sens où il y a beaucoup de travail aussi qui peuvent être fournis par les équipes d'une entreprise, d'une marque, par le fondateur, la fondatrice spécifiquement, pour obtenir le précieux sésame qui est un article dans un média cible, en l'occurrence. Mais ça marche pas toujours. Et donc, on va essayer de déjà comprendre. Enfin, moi, je trouve que c'est important de comprendre le métier de journaliste. Quel est son quotidien, quelles sont ses pains, quelles sont ses opportunités, pour aussi savoir encore mieux l'aborder. Aujourd'hui, le métier de journaliste, si on prend un petit peu de recul, aussi au travers de tes discussions avec tes confrères, tes consoeurs, quelle est la réalité aussi du quotidien de journaliste? Comment ça évolue? En fait, il y a deux réalités. Il y a la réalité du monde des médias et la réalité des médias tech ou du journalisme tech. Et le monde des médias, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais c'est assez sinistre depuis quelques années. C'est des boulots très précaires, des gens qui se lancent dans cette carrière de journaliste qui souvent, quand ils passent le cap de la trentaine ou la quarantaine, vont se reconvertir parce que juste ils n'en peuvent plus. Et ils veulent vivre dans plus qu'un studio de 20-25 mètres carrés. Et souvent, c'est des passionnés, mais qui n'ont pas les moyens et qui courent d'un endroit à l'autre en permanence, avec des rédactions trop petites, trop sous-dimensionnées, et souvent avec des injonctions contradictoires entre les chefs d'un côté, ce que le marché demande, c'est-à-dire que ce soit sur le web, la télé, les journaux, c'est un tout petit peu différent selon chaque cas de figure. Mais en tout cas sur le web, moi, un médium que je connais bien, ce que le marché demande est en contradiction totale avec le journalisme. Ce que le marché demande, en fait, c'est surtout Google et d'une manière un peu plus minoritaire les réseaux sociaux qui en fait sont les sources principales de trafic pour la plupart des sites. Et ce que le marché demande, c'est des comparateurs pour trouver la meilleure carafe filtrante. C'est le meilleur casque qui isole du bruit, ce genre de choses. Ça, c'est pas de la news, c'est pas de l'actualité. Et en fait, c'est pour ça que le New York Times a racheté Wirecutter, par exemple. C'est pour ça que sur Le Monde, vous avez aussi des comparateurs en partenariat avec Wirecutter. C'est pour ça que Le Figaro a un site de code promo et bon plan sur le même nom de domaine. C'est pour booster le trafic, pour que le prix de la pub rapporte plus. Je savais pas du tout. Okay. Et du coup, ce truc-là, qui est la contradiction du trafic, toujours pour plus de trafic, parce que c'est difficile de faire payer des lecteurs sur Internet, sauf quand on est Mediapart en France ou New York Times aux États-Unis, et Le Monde, qui a bien réussi son tournant vers ça, ou de la presse professionnelle, comme Les Échos, et ils s'en sortent bien aussi. Donc ça, par exemple, c'est sur la réalité du web. Sur les métiers de journalisme tech, il y a une réalité qui est encore un peu plus précise, qui est qu'il y a un ratio complètement inversé entre le nombre de journalistes et le nombre de startups et d'agences de RP. On n'est pas si nombreux à être journalistes tech en France, quelques dizaines, je dirais. Le nombre de startups, il y en a quelques milliers. Et le nombre de communicants, c'est pareil, c'est des centaines et des centaines.
Donc ça veut dire que chaque journaliste tech est sursollicité. Je parlais à une confrère il y a un mois à peu près, qui travaille pour l'AFP. Alors je ne sais pas si l'AFP, l'agence de presse, notre fleuron national, c'est une vraie fierté d'avoir une agence de presse française. Et il faut savoir qu'à l'AFP, ils changent de sujet tous les 4 ans ou 5 ans. Et elle a 20 ans de maison, quelque chose comme ça. Donc elle a couvert, voilà, elle est à l'étranger, elle est revenue en France. Elle a couvert le premier quinquennat de Macron. Elle était presse accréditée à l'Élysée. Donc tous les jours, elle allait à l'Élysée dans la salle de presse pour voir ce qui se passait. Et là, depuis 2022 ou 2023, elle a changé de sujet à nouveau et elle est passée sur les startups. Et elle m'a dit, je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'on prend pour une page de pub, pour une communicante, et que les startups me contactent juste pour faire leur pub. Et alors d'autant plus à l'AFP, qui est quand même, voilà, disons une maison habitée par des gens avec une intégrité et un sérieux à toute épreuve. C'est vrai que pour elle en pouvait plus qu'on l'appelle tout le temps et que ça soit pour dire voilà, telle levée de fonds, telle chose. Elle, c'est pas des sujets qu'elle couvre en fait. Et nous, on couvre des levées de fonds, par exemple à TechCrunch. On va faire des articles en disant ah, ça c'est cool comme produit parce que X, Y, Z. Donc c'est bénéfique pour les startups, mais en aucun cas c'est de la pub non plus. Mais ce déséquilibre entre le nombre de personnes qui bossent dans la tech et le nombre de journalistes tech est sans doute la raison principale pour laquelle malheureusement toutes les choses intéressantes qui se passent ne sont pas couvertes dans les médias. Et ça ne veut pas dire que les gens sont snobés ou que ce qu'une start-up fait n'est pas intéressant. Ça veut juste dire aussi qu'il y a un manque de moyens, un manque de personnel en face, quoi. Donc, du coup, si on comprend bien, si on peut résumer aussi, c'est pas parce que on a mal fait le job ou que le sujet n'est pas forcément intéressant, c'est qu'aussi il y a une histoire de timing. C'est que par rapport à l'agenda du journaliste, du média, par rapport à une actu qui peut passer aussi, qui peut du coup prendre le pas sur l'ancienne, c'est aussi plein de paramètres qu'on peut pas non plus intégrer et gérer soi-même en tant que start-up. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte pour pas être découragé, parce que le levier et la presse et les médias, moi, en tout cas, c'est mon sentiment, c'est quelque chose qui est encore ultra important en fait dans la stratégie et le développement d'une jeune entreprise. Donc ça reste voilà un sujet qu'ils veulent creuser. Enfin, j'ai l'impression. Et du coup, admettons que la start-up ait trouvé un angle, un sujet qui peut être relayé. Quels sont, selon toi, on va dire les do's et les don'ts pour prendre contact avec un journaliste jusqu'à la parution? Ouais, alors ça dépend de la taille de la boîte dans laquelle vous bossez. Si par exemple vous travaillez dans une petite start-up qui est au début, moi je trouve ça bien de commencer en faisant soi-même tout ce qui est communication et relation avec les journalistes. Donc ça consiste à déjà savoir ce qu'on a envie de faire. En fait, se poser et se dire qui pourrait s'intéresser à ce que je fais et quelles seraient les retombées potentielles. Et ça ne va pas du tout être la même chose selon la start-up dans laquelle on travaille. Par exemple, si on a inventé la meilleure canne à pêche connectée du monde, c'est sans doute plus intéressant d'aller parler à des médias type Pêche Magazine, je ne sais pas si ça existe, mais c'est un exemple comme ça, que d'aller parler à TechCrunch. Parce que je pense que les clients potentiels de canne à pêche connectée, ils lisent plutôt Pêche Magazine que TechCrunch. Alors bien sûr, il y a aussi le fait que d'avoir un article dans TechCrunch, par exemple, ça va être lu par des investisseurs potentiels. Donc ça peut aussi aider sur des trajectoires de boîte, sur les mois, les années qui suivent. Mais il ne faut pas du tout se restreindre juste aux médias tech ou aux rédactions tech dans des médias généralistes, parce que en fait, le monde des médias est super varié, super divers, que ce soit en presse papier ou sur Internet.
Et c'est bien de faire l'effort d'aller voir ce qui se passe, d'aller reconnaître les noms des gens qui écrivent des articles, en disant ah bah c'est vrai que nous on se positionne un peu comme telle boîte, mais un peu différemment, de regarder qui a écrit les articles sur telle boîte justement. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, moi je trouve ça bien de contacter en fait individuellement chaque journaliste, souvent par email, mais ça peut être autrement s'il y a un autre canal de prédilection pour cette personne, en expliquant en 2 paragraphes, voilà ma news, voilà ce qu'on fait dans ma boîte depuis longtemps, est-ce que ça vous intéresse? Je pense que c'est juste pour nouer du contact. Ça, c'est une manière d'aller chercher activement la news. Après, il y a des choses basiques à faire qui sont d'avoir de l'information bien répertoriée, que ce soit sur son site ou même sur un Google Drive ou autre. C'est bien d'avoir des informations qui vont pouvoir être utiles si un journaliste cherche à écrire sur un sujet en particulier. Si, je sais pas moi, il y a des chutes de neige en France et que une start-up a inventé du sel anti-verglas révolutionnaire, je sais pas quoi. Et ben, c'est bien d'avoir une page sur son site qui expliquant un peu l'historique de la boîte, expliquant bah, ça fait 4 ans qu'on existe, au début on a eu des clients comme ci, comme ça. Ce genre de choses qui permettent déjà de se faire, pour le journaliste, de se faire une idée de la boîte, de ce qu'ils font, par où ils sont passés, et en quoi ça peut être intéressant pour leurs articles qu'ils sont en train de façonner dans leur tête et d'y réfléchir. Donc il y a ça. Il y a quelque chose que je recommande souvent aussi dans les emails quand vous contactez des journalistes, c'est de faire des questions-réponses avec les 4 ou 5 questions qui reviennent le plus souvent. Souvent, on vous pose les mêmes questions sur votre produit ou votre entreprise. Et en fait, pour faciliter les échanges, autant mettre directement la question, suivie de la réponse, question, suivie de la réponse. Par exemple, dans quel marché vous opérez? On est actuellement en France, en Espagne, en Allemagne, etc. Et de rajouter ça un peu mais en mode signature en bas d'email quand on contacte des journalistes. Ça, c'est quelque chose que je trouve qui passe bien, par exemple. C'est faire gagner aussi du temps aussi aux journalistes pour comprendre, enfin pour rentrer dans le sujet. Voilà, Ouais. parce qu'après, le but, pour moi, c'est d'aller le plus vite possible à la conversation avec des entrepreneurs, avec des investisseurs, avec des employés. Et souvent, ça passe par du téléphone, des cafés, ce genre de choses. Mais pour ça, j'ai besoin aussi de me projeter, de voir ce qu'il va y avoir derrière. Et puis après, on lance une conversation un peu plus approfondie. Pour chaque article, je parle, oui, à une personne, 2 personnes, ça peut monter à 15 personnes parfois pour les articles les plus longs, les plus poussés. Mais en fait, un article ne sort pas d'une tour d'ivoire comme ça, mais ça sort de conversation. Et le rôle du journaliste, c'est de transmettre ces conversations-là. C'est juste un rôle de porte-voix, de rapporteur, en fait, de savoir ce qu'on m'a dit et de dire voilà, en quoi c'est intéressant ensuite au lecteur. Et qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire? Est-ce que tu as, même pour l'illustrer, toi, des anecdotes ou en tout cas des exemples où tu t'es dit ah, dommage, là, il y avait une bonne actu, mais il a mis les mauvais ingrédients. Bah, les choses à pas faire, c'est mentir. Ça Déjà. paraît bête, mais en fait, les relations, ça se travaille sur le temps, sur plusieurs années. Et quand on ment, ça se retourne toujours contre soi. Et en plus, ça vaut pas le coup. Enfin, franchement. Exemple typique, ça va être soit gonfler les chiffres, par exemple. Très bien, vous pouvez gonfler les chiffres. Ça se trouve, ça va passer, ça va être affiché dans des articles sur Internet derrière. Après, vous allez avoir un investisseur 2 ans plus tard qui va regarder l'article, qui va dire « Je comprends pas, il y a 2 ans, vos chiffres, c'était ça, et je regarde dans votre base de données, c'est pas du tout ça. » Donc là, ça va se retourner contre vous, plutôt côté investisseur. Ou parfois, ça m'arrive souvent de poser des questions assez précises pour essayer de faire sortir des actualités qui sont pas forcément publiques, qui sont même parfois difficiles à écrire sur... Par exemple, en ce moment, ça va être des vagues de licenciements, ce genre de choses. C'est une actualité en tant que telle. Et mon rôle, c'est pas que d'écrire des trucs positifs ou que à charge contre des boîtes, mais c'est de rendre compte de ce qui se passe dans les startups et dans l'écosystème.
quand une entreprise va licencier 25% de ses effectifs et que c'était une entreprise dont tout le monde parlait il y a 2 ans, c'est une actualité en tant que telle. Et bien sûr, c'est le genre d'article un peu délicat à écrire parce que on sait qu'il y a des gens derrière, on sait qu'il y a des annonces qui sont faites en interne. Donc je vais pas non plus... voilà, si je parle avec un fondateur qui va me dire « Ah ben on a prévu de l'annoncer aux équipes cet après-midi », je vais pas dire « Ah ben je vais publier mon article avant, comme ça ils l'apprendront dans la presse ». Ça serait pas très sympa pour les équipes. Donc j'essaie aussi d'être consciencieux dans ma manière ou d'avoir conscience en tout cas des effets de bord qu'il peut y avoir dans ma manière d'écrire sur ce genre de sujet. Mais souvent c'est des sujets qui sont pas publics, donc il y a un droit de réponse à chaque fois avant que j'écris quelque chose. Donc même quand j'ai une information sûre à 100%, je vais quand même demander si la personne veut réagir avant que je publie. Et parfois, quand je suis pas tout à fait sûr, je me dis bon bah je vais aller demander directement à la personne à la tête de cette entreprise, voir ce qu'il en est. Si par exemple je dis est-ce que vous êtes en train de licencier en ce moment, et qu'on me répond non, pas du tout, et qu'après j'apprends le lendemain sur leur site qu'ils ont fait un plan de licenciement, je vais me dire bon cette personne n'est pas sérieuse, faut pas mentir comme ça quoi. On peut dire je ne peux pas répondre, ça c'est différent. Dire oui ou non. Bien sûr, ça m'arrange, mais il y a plein de gens qui disent « je ne peux pas répondre à ta question ». Et n'hésitez pas à dire ça. Quand vous parlez avec un journaliste, tout est on the record, comme on dit en anglais, tout est comme si l'enregistreur tournait, quoi. Sauf si on se met d'accord en préalable en disant « bon, bah, cette conversation est en off, tu ne peux pas l'utiliser dans ton article, ou en tout cas pas de cette manière ou de telle manière ». Mais ça, c'est des choses sur lesquelles il faut se mettre d'accord, soit sur une conversation en entier, soit sur un bout de conversation. Ça permet aussi de dire des trucs sans mentir, ce genre de mécanisme. Donc, il faut avoir conscience de toutes ces choses-là. Donc, mentir, quelque chose à ne pas faire. Et puis, en général, après, c'est des relations humaines, donc c'est laisser des mauvaises impressions. Voilà. Si par exemple, l'article et pas aussi positif que l'entrepreneur espérait, de pas dire mais c'est n'importe quoi, machin et tout, ce genre de choses. Ça, c'est des relations humaines. Oui, et demander la relecture de l'article avant sa oui, ça ne se fait pas. parution. Une fois que vous parlez avec un journaliste, c'est comme si vous confiez votre conversation, votre discours à cette personne-là. Et ensuite, charge aux journalistes d'en faire quelque chose ou non, d'ailleurs. Moi, je parle à plein de gens et ça ne donne pas d'article derrière. Mais en tout cas, on n'est pas là pour tenir le stylo et écrire à la dictée. Et en fait, bien sûr que ça serait plus facile si les entrepreneurs écrivaient directement leurs articles, mais pour ça, vous pouvez créer votre blog et écrire directement. Voilà, c'est ça. Ce serait le meilleur endroit, je pense. Tu parlais des relations, enfin créer des relations avec des journalistes. Ça, c'est un peu le Graal, et on se dit que, de toute façon, dans relation presse, il y a relation. Mais par où on commence dans le sens où, voilà, est-ce qu'il faut tout de suite avoir une actu? Est-ce qu'il faut juste proposer de se rencontrer étant donné aussi que tu l'as rappelé, mais il n'y a pas beaucoup de journalistes, vous êtes très occupés. Voilà. Comment on commence là-dessus? Moi, je pense que, en fait, ce qui est bien, c'est de se rendre compte de ce que le journaliste il veut. Le journaliste, il veut sortir des articles, et la seule richesse qu'on a, c'est notre réputation. En fait, c'est ce qu'on met en jeu à chaque article. Parce qu'à chaque fois qu'on publie quelque chose, il y a notre nom en haut de l'article. Et je sais combien les gens en profitent après pour m'écrire des courriers, enfin des emails, en me disant qu'ils sont contents ou pas contents pour telle ou telle chose. Et du coup, je trouve que c'est bien, quand on est une start-up, de réfléchir un peu à son environnement proche. Parce qu'une start-up, c'est jamais en vase clos. On va devenir expert sur un sujet. Si on est une start-up qui travaille sur le réemploi de matériaux de construction en surplus, ce genre de choses, et il y a des chances qu'on soit soi-même expert des matériaux de construction ou même de la construction au sens large. Et dans ce cas-là, autant se rendre utile, autant développer cette expertise-là, pourquoi pas publier des choses sur son blog sur ces sujets-là,
pourquoi pas montrer quand il y a des choses intéressantes qui se passent à des journalistes sur le secteur dans son ensemble, pas sur sa start-up. Par exemple, il y a Paul Lay de La Belle Vie qui fait ça très bien. La Belle Vie, c'est un supermarché en ligne, donc c'est comme un supermarché, mais ils n'ont pas de magasin. Ils étaient là bien avant Getir, Cajoo, Flink et les autres. Et ils sont encore là aujourd'hui, donc bien après Getir, Cajoo, Flink et les autres, parce qu'ils sont restés à peu près 1 an et demi en France avant de tous faire faillite. Et en fait, lui, il a une expertise sur la vente de produits de supermarché par application ou sur Internet. Et du coup, il était toujours disponible, que ce soit une journaliste de LSA Conso qui va écrire sur le milieu des supermarchés, ou une journaliste tech comme Charlie Perrault aux Échos. Et il est toujours là pour décrocher le téléphone, pour dire je pense que Getir, c'est une bonne stratégie, une mauvaise stratégie. Je pense que ça va être compliqué de faire des marges pour telle ou telle raison, ce genre de choses. Donc se rendre utile, développer son expertise, partager son expertise, ça c'est la meilleure manière de commencer avant même d'avoir une actualité. Et ensuite, si les choses vont bien, normalement, on finit par construire une boîte qui marche tellement bien qu'on écrit des articles sans même en demander, quoi. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Romain. Merci.